Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui et manga et science-fiction et horreur et Lovecrafterie, puisque je vais vous parler du deuxième tome de l'adaptation des Montagnes hallucinées de Lovecraft par Go Tanabe. Alors le titre exact est Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes hallucinées, tome 2. Le titre japonais est Kyoki no Sanmyaku Nite Lovecraft Kesakushu, volume 3 et 4. C'est donc, d'après une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft, c'est traduit du japonais par Sylvain Cholet, publié en France aux éditions Kiun. La BD est parue au Japon en 2017, mais cette édition française c'est 2019. En fait, c'est sorti il y a 10 jours très précisément, et ça fait 336 pages. Suite et fin de la sublime adaptation par Tanabe des Montagnes hallucinées de Lovecraft, avec un deuxième volume probablement encore plus bluffant que le premier, et toujours dans un aussi bel écrin avec son simili-cuir souple, la bonne idée que voilà. À noter au passage, ce second tome est un peu plus long que le premier, d'une cinquantaine de pages. Quand le professeur Dyer et avec lui le gros de l'expédition antarctique de l'université Miskatonic sont arrivés au camp avancé du professeur Lake, au pied de ces colossales montagnes noires qui constituaient déjà une découverte exceptionnelle, ils ont trouvé une scène effroyable, le camp ravagé, les hommes et les chiens morts ou mutilés, et les étranges créatures extraites de la glace disparues. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? La stupéfaction règne, l'angoisse aussi. Mais la curiosité scientifique demeure. En outre, nos savants constatent qu'il manque un cadavre, celui de Gedney, un doctorant qui assistait le professeur Lake. Il pourrait avoir survécu et permettre de comprendre ce qui s'est passé au juste. Mais comment retrouver sa trace? À vrai dire, on est en droit de se demander si le sort de Gedney préoccupe tant que cela le professeur Dyer quand il décide de partir en avion, accompagné seulement de son assistant Danforth, pour franchir la passe et découvrir ce qui se trouve au-delà des montagnes. Même s'il s'agira bien d'y trouver une explication au mystère du massacre au camp de Lake, une fois la passe franchie, c'est toute une cité titanesque ou tentaculaire qu'il voit, une cité qui n'a de toute évidence pas été bâtie par des hommes. Ce qui nous vaut de ces doubles planches panoramiques ahurissantes, Tanabe sachant à merveille retranscrire la démesure non humaine de cette mégalopole par essence cyclopéenne. L'avion se pose et les deux scientifiques se mettent à parcourir cet environnement totalement fou en quête de réponse, peut-être pas tant sur le sort de Gedney ou ce qui s'est passé au camp de Lake, plutôt concernant l'histoire préhumaine de la Terre et le caractère profondément dérisoire de l'humanité au regard du temps et de l'espace. Dès lors, là où le premier tome mettait en scène toute une troupe de scientifiques agissant avec méthode, ce second volume pour l'essentiel se focalise sur deux personnages seulement, Dyer et Danforth, lesquels sont emportés par une pulsion de curiosité presque pathologique, où l'intérêt scientifique, la fascination métaphysique et la terreur pure se mêlent sans cesse. Et à vrai dire, si nos héros demeurent des chercheurs avides de savoir, et si le récit se fait l'écho de découvertes scientifiques récentes, notamment la dérive des continents selon Wegener, hypothèse avancée quelques années plus tôt mais qui ne serait totalement acceptée que bien plus tard, la science ne joue à ce stade plus le même rôle central que dans le premier tome, la transition entre ces deux parties étant par ailleurs remarquablement bien conçue. C'est que la science, cette fois, n'offre pas vraiment de réponse. Elle botte en touche d'une certaine manière, car ce que découvre d'ailleurs Danforth dans la cité invalide trop de données censément acquises, car bien trop centrées sur l'homme. Mais oui, la quête du savoir persiste, qui motive d'ailleurs surtout et en dépit du bon sens. Là où le jeune Danforth, amateur de peau, a bien conscience de ce qu'une menace inconnue rôde dans la cité, d'ailleurs lui n'en tient pas compte. Il lui faut toujours avancer un peu plus, il ne saurait repartir avant d'avoir jeté un œil à la pièce suivante, puis à la suivante, puis à la suivante, etc. C'est sans fin. Or, il est vrai que les parois des couloirs et des plus grandes pièces abondent en révélations stupéfiantes qui produisent sur le lecteur aussi bien que sur Dyer et Danforth cette sensation de sense of wonder triturée par Lovecraft qui associe en vérité l'émerveillement scientifique à la terreur pure, la fascination faisant office de passerelle entre ces deux ressentis. Car, comme dans le roman de Lovecraft, les frises instruisent nos explorateurs de toute l'histoire et même de la société des anciens. Or, c'est à la fois un élément déterminant du récit et quelque chose d'un peu problématique dans sa structure. On a du mal à croire que d'ailleurs Danforth puisse en apprendre autant en quelques heures seulement d'exploration, au rayon d'une lampe torche et sans maîtriser l'écriture hiéroglyphique ou peut-être plutôt cunéiforme des bâtisseurs de la cité. Et c'est aussi un aspect de la narration qui peut paraître intimidant à mettre en scène. Pourtant, là encore, Tanabe a fait le choix de la fidélité et s'attarde donc le long de 3 chapitres à mettre en scène ces découvertes hallucinantes. Et le résultat est tout bonnement bluffant. Je ne vais pas revenir dans les détails ici de ce qu'est ou n'est pas l'indicible Lovecraftien, tout spécialement au regard des montagnes hallucinées.
Je me suis étendu à ce sujet, entre autres en chroniquant le premier tome de cette adaptation qui s'y prêtait bien. Mais dans ce deuxième volume, l'éventuelle ambiguïté à cet égard n'est clairement plus de mise. Si ce qui nous est montré demeure essentiellement incompréhensible ou peu s'en faut, les monstres indicibles sont néanmoins en pleine lumière, car ce sont eux-mêmes qui racontent leur propre histoire, centrée sur eux et non sur l'humanité, laquelle s'avère bien être une de leurs créations périphériques, une fantaisie de peu d'importance conçue par erreur ou par jeu. Et le mangaka en tire le meilleur parti, livrant des planches bluffantes, résolument non humaines, qui peuvent évoquer les gravures d'un Gustave Doré, celle de la Divine Comédie de Dante notamment, ou peut-être aussi dans la profusion des détails surréalistes les tableaux de Jérôme Bosch, et sans doute d'autres prestigieux noms encore. Tout spécialement peut-être quand le récit de la gloire et de la décadence des anciens se part d'atours épiques, en rapportant les guerres apocalyptiques qui les opposent aux rejetons de Cthulhu, puis aux Migo, enfin à leurs esclaves que sont les Shoggoths qui prennent le relais de leurs anciens maîtres et rapportent en définitive les faits à leur manière bien différente. Un autre point appréciable de l'adaptation de Tanabego est que dans ces passages, mais aussi dans d'autres qui suivent, il a su rendre la dimension étrangement, ou pas, utopique de la description de l'univers antédiluvien des anciens. Ceux-ci ne sont pas simplement des monstres, mais ils ont développé une civilisation brillante et qui devrait susciter aux yeux d'un scientifique l'admiration au moins autant et peut-être plus que l'effroi, si celui-ci persiste du fait de la requalification brutale de l'humanité que la découverte de cette histoire implique. D'ailleurs, Tanabego négocie plutôt bien à cet égard un autre passage périlleux du court roman de Lovecraft, quand d'ailleurs, même en ayant bien en tête le sort de ses compagnons au camp de Lake, puis du pauvre Gedney, fait cet aveu un peu naïf dans la forme de ce que les anciens sont d'une certaine manière des humains. Et notamment en ce qu'ils sont aussi des victimes de leur propre création, autant dire de leur propre tort, les Shoggoths. Parce que Tanabego a su aussi brillamment mettre en scène la gloire des anciens, leur sort aux mains de leurs esclaves protoplasmiques peut toucher le lecteur comme d'ailleurs Ed Force, et la vision de ces êtres décapités produit bel et bien d'une certaine manière un effet comparable à celui de la découverte des humains et des chiens mutilés dans le camp de Lake par ces mêmes créatures. Mais oui, si l'horreur revient en force dans les derniers chapitres, c'est bien via les Shoggoths, ces monstres d'aspect fluctuant et indiscernable, ces masses changeantes et proprement indicibles. Mais parce que Tanabego a su montrer les anciens et leurs adversaires, il peut enfin montrer les Shoggoths, et là encore mêler la fascination et l'effroi dans le ressenti de Dyer et d'Anforce comme dans celui du lecteur, au point à vrai dire d'une séquence assez improbable et qui aurait pu se montrer grotesque en d'autres circonstances, où l'on a l'impression d'un arrêt sur image, freeze, ce qui est approprié pour un récit en Antarctique. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, Ed Force fuit, mais en définitive se retourne pour voir ce qui les poursuit. Il bloque, comme le lecteur. Et c'est peut-être ici que Danforth sombre dans la folie, laquelle atteindra cependant une étape supplémentaire quand les deux explorateurs, parvenus tant bien que mal à quitter la cité et à retrouver la lumière du jour, montent dans leur avion et ont encore à franchir la passe qui les ramènera auprès des autres survivants de l'expédition de l'université miskatonique. Lors de ce vol tumultueux, Danforth voit quelque chose. Mais, comme dans le roman de Lovecraft, l'adaptation par Tanabego joue à nouveau ici et à plein de l'ambiguïté, après avoir tant montré et de manière pertinente au long de ce deuxième volume. Ce que voit Danforth demeure cette fois insaisissable, indicible. Le dessin comme le récit autorise bien des hypothèses, mais cette fois, en dernier ressort, nous ne savons pas. Et c'est terrible. La bande dessinée s'achève sur un épilogue à Arkham où d'ailleurs évoque la folie de Danforth et surtout fait le choix de raconter son histoire mais en privé pour dissuader l'expédition Starkweather-Moore de se rendre à nouveau dans cet endroit effroyable au bout du monde, abondant en révélations que l'humanité n'est à ce stade tout simplement pas en mesure d'encaisser. Peine perdue, la suite pour les rôlistes, ce sera Par-delà les montagnes hallucinées. Et oui, c'est bluffant. Tanabego a réussi son pari haut la main. Son adaptation des Montagnes hallucinées est tout bonnement brillante, peu ou prou parfaite, très fidèle par ailleurs, mais surtout très juste, fond et forme, parfaitement dans le ton. Si j'avais une seule petite infinitésimale réserve au regard du dessin, ce serait encore une fois à propos de ces regards perpétuellement fous qui caractérisent à peu près tous les personnages humains. Cela dit, dans ce tome 2, le trop caricatural professeur Lake n'est plus de mise, et les découvertes stupéfiantes dans la cité des anciens justifient sans doute le regard exorbité de Dyer, et que celui de Danforth soit de plus en plus fou au fur et à mesure de leur pérégrination. Mais c'est une critique bien dérisoire de toute façon.
Oui, Tanabego a vraiment livré un travail exceptionnel. Cette brillante adaptation des Montagnes hallucinées le hisse sans peine au niveau des meilleurs illustrateurs de Lovecraft, disons-le au niveau de Breccia. Ils sont désormais deux tout en haut de la pyramide cyclopéenne. À cet égard, ce deuxième volume est à vrai dire probablement plus bluffant encore que le premier, ce qui n'était pas gagné au regard des difficultés que présente le récit Lovecraftien dans sa seconde moitié. C'est peu dire que Tanabego a progressé depuis sa première adaptation Lovecraftienne, The Outsider. Et maintenant, j'espère que Kihun nous livrera la suite, les autres adaptations Lovecraftiennes de Tanabego. Le titre complet de cette édition, soit Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, semble laisser entendre que ce sera bien le cas. Outre que, pour ce que j'en ai lu ici ou là, le premier volume de Montagnes hallucinées a vraiment très bien marché, séduisant la critique comme le public au point de rendre nécessaire une réimpression précoce. J'ai entrevu quelque part une rumeur évoquant Dans l'abîme du temps. Je ne sais pas quel crédit il faut y accorder, mais vraiment, j'espère de tout cœur que Kihun poursuivra dans cette voie, et on peut bien remercier l'éditeur pour ce choix et la qualité de cette édition française. C'est tout simplement parfait.